Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre numéro de la Cotimo du lundi au vendredi, des débats, des analyses, des expertises consacrées à l'immobilier et à l'économie de la fabrique de la ville. C'est la promesse que l'on vous tient avec des rubriques variées pour vous aider à comprendre l'actualité et surtout bien la décrypter. Aujourd'hui, dans une optique tout IMO, tout éco, la Cotimo vous décrypte l'actualité de la tech. Et il y en a de plus en plus dans l'immobilier, toujours accompagné de Nicolas Panier. Bonjour Nicolas. Et oui, bonjour Sylvain, donc la Côte Imo sur Radio Imo et Bismart. Alors effectivement, la tech, il y en a de plus en plus de l'immobilier, puisque figurez-vous que la publication du dernier rapport du GIEC a pour objectif de présenter des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tous les secteurs vont être concernés, énergie, transport, industrie, et par conséquent les territoires. Afin d'encourager cette transition énergétique, des acteurs proposent des solutions afin d'accompagner les territoires dans cette évolution désormais inexorable, et les technologies sont d'ailleurs envisagées comme l'une des réponses aux problématiques soulevées par le rapport, Sylvain. Tout à fait Nicolas. Plus concrètement, la rénovation du parc immobilier, comme vous le savez, est une des solutions essentielles, actionnables par les villes pour tendre vers la résilience au changement climatique. Nicolas Hulot avait fixé le cap, c'était neutralité carbone en 2050. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est pas sûr. En tout cas, la préservation des espaces naturels, des zones végétalisées est une nécessité, c'est plus un débat, il n'y a plus d'options, mais il faudra aussi tenir compte d'une hausse du nombre d'habitants, une démographie qui explose, tout en les maintenant à l'abri des canicules ou d'épisodes de gel particulièrement intenses. On l'a vu d'ailleurs récemment avec les périodes de canicule, et tout ceci en minimisant leur impact sur l'environnement. Nicolas. Les effets, Sylvain, du dérèglement climatique sont d'ailleurs déjà observables. Pour limiter ces effets, un premier focus peut être fait sur les zones urbaines qui concentrent 3 milliards d'êtres humains et qui sont à l'origine des 3/4 d'émissions de gaz carboniques. Plus concrètement, la rénovation du parc immobilier est une des solutions essentielles actionnables par des villes pour tendre vers leur résilience au changement climatique. Et justement, pour en parler avec nous dans la Côte Imo, nous avons le plaisir de recevoir Luc de Rochefort, directeur du développement collectivité de Neymer. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Neymer, qui est une société française spécialisée dans la production de données contextuelles géolocalisées au service de la transition écologique. Alors vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, tout ça, dont la mission est d'optimiser la connaissance des bâtiments et de l'environnement grâce au big data. Un vaste sujet. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre dans un premier temps le lien entre data et immobilier. On a bien compris l'enjeu effectivement de rénovation du parc immobilier en matière d'environnement. Le rôle de la data dans cette équation est un peu plus difficile à imaginer, ou en tout cas un peu plus théorique. Comment est-ce qu'on utilise la data chez Neymer dans cet objectif-là ? Tout à fait, merci pour votre invitation tout d'abord, je suis ravi d'être ici. Neymer, c'est donc une société de la French Tech qui est labellisée French Tech Green 20 d'ailleurs et qui existe depuis 2017 et qui a comme expertise de fabriquer et de développer de la data sur le parc immobilier pour effectivement l'emmener dans sa transition écologique. Le lien entre la transition écologique et la data, ça permet en fait d'accélérer la connaissance qu'on a d'un parc immobilier. D'accord. Pour pouvoir bien connaître les différentes options qui s'offrent à ce parc immobilier et l'écosystème des acteurs aussi qui gravitent autour, pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes options avec les bonnes formules, les bons moyens qui existent et tout ça, d'offrir un package de connaissances bouclées. Alors justement, ce package de connaissances, effectivement, la data, c'est de la connaissance, mais qu'est-ce qu'on va relever, qu'est-ce qu'on va aller chercher, et comment on va aller le chercher pour réaliser un état des lieux du bâti ? Alors en fait, il y a beaucoup d'informations qui existent dans ce qu'on appelle l'open data, qui est quelque chose qui est souvent lacunaire et incomplet. Tout le métier de Neymer, ça va être de consolider, de raffiner et de donner un indice de confiance à cette donnée. Et puis, là où elle est incomplète, là où elle n'existe pas, de pouvoir la calculer avec des algorithmes, avec des règles métiers, avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la computer vision, de l'imagerie vue du ciel, toutes ces techniques. Mais ça veut dire qu'on va mesurer quoi, le nombre d'émissions de carbone, par exemple, d'un bâtiment, d'un logement ou autre ? Ou c'est plus large que ça ? C'est un peu plus large que ça. On va d'abord décrire le bâtiment dans ses caractéristiques physiques, sa géométrie, sa hauteur, son gabarit, ses matériaux, sa période de construction, son emprise au sol, la parcelle associée, le taux de végétalisation de cette parcelle, le nombre d'étages.
Et puis, on va pouvoir effectivement délivrer une étiquette DPE calculée. Neymer peut délivrer aujourd'hui une étiquette DPE sur un peu plus de 95% du parc immobilier français, alors même qu'il n'en existe qu'à peine 25% dans l'open data de la base ADEME, puisque c'est là où se trouvent les DPE. Alors justement, pour rester sur ce sujet data, ça veut dire que là, vous nous avez donné un certain nombre de données qu'on peut aller vérifier effectivement dans des actes de propriété ou effectivement dans des documents liés à la construction. Peut-être un petit peu de vision aérienne aussi, j'imagine, ou pas du tout? Absolument, la computer vision, l'imagerie vue du ciel, c'est ce qui nous permet effectivement de caractériser les toits, les matériaux de toit, la vétusté des toits, les types de toits, si c'est des toits plats, si c'est des toitures en pente, avec la période de construction aussi, d'avoir un indice de vétusté aussi sur ces toits, et puis de pouvoir dire, voilà, il y a un potentiel de panneaux solaires installables sur ce toit, et donc un potentiel de production photovoltaïque grâce à l'imagerie vue du ciel et effectivement à cette technologie de computer vision. Alors, je fais un lien avec le DPE avant de passer la parole à Sylvain. Le DPE est actuellement en train d'évoluer, le DPE au niveau des logements, donc que ce soit d'un immeuble, enfin d'un appartement ou d'une maison. Là, vous êtes effectivement, vous nous avez parlé de délivrance d'un DPE, mais au niveau d'un immeuble, pas au niveau d'un appartement, par exemple. Absolument. On travaille au niveau des bâtiments. Ce sont des DPE aux bâtiments qui prennent en compte évidemment les évolutions réglementaires. C'est-à-dire nos algorithmes et nos règles métiers changent avec l'évolution réglementaire, on s'adapte. Et l'idée, c'est de dire, puisqu'on a toute la géométrie et toutes les caractéristiques du parc immobilier français, les DPE qui sont fiables sur un certain nombre de bâtiments, on peut donc les dupliquer et puis les algorithmer en fait sur des bâtiments de typologie identique, de période de construction identique, de matériaux identiques, de gabarits identiques, et donc délivrer un DPE calculé là où il n'existe pas aujourd'hui encore dans l'open data, parce qu'avant qu'on ait des DPE sur tous les bâtiments de France, il va se passer encore beaucoup de temps. On sait que même quand il y a des obligations réglementaires, c'est compliqué. Ça prend déjà du temps. Ça prend déjà du temps. Donc c'est là où la donnée a toute sa place, c'est qu'elle permet d'accélérer cette connaissance et puis de la délivrer effectivement là où elle est encore incomplète. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et Nicolas l'a indiqué, le nouveau DPE, on l'a appelé, qui n'est plus vraiment nouveau, mais deux périodes dans le DPE. Il a été introduit au 1er juillet 2021. Ensuite, il a été très rapidement retiré du marché. Puisque apparemment il y a eu des enjeux qui sont... Alors les moteurs de calcul, la prise en compte des matériaux n'a pas été indiquée. Le 1er novembre, on a une nouvelle formule du DPE, mais on n'a pas encore assez de recul pour avoir des premiers résultats. On a l'impression d'un couac sur le DPE, je vous le dis clairement, vous le savez, vous connaissez bien le métier. Absolument. Les diagnostiqueurs aujourd'hui, les énergéticiens sont très dubitatifs sur l'interprétation des étiquettes énergétiques. Il y en a 7. Et effectivement, la loi d'ailleurs, on n'y est pas très loin, puisqu'au 1er janvier, ceux qui n'ont pas fait la rénovation dans le résidentiel par exemple, se voient geler les loyers, donc on ne peut pas les augmenter. Question: comment c'est possible avec votre technologie? On a bien compris que vous avez de l'intelligence artificielle, vous avez des données qui sont à la limite presque prédictives, puisque tout à fait. Calculé, oui. C'est aussi une base de votre modèle économique, soyons clairs. Tout à fait. Comment vous pouvez estimer la fiabilité du DPE aujourd'hui? Parce que entre des bâtiments tertiaires, des bâtiments résidentiels avec votre technologie, voilà, comment vous faites? Alors, on est très prudent de toute façon sur la manière dont l'intelligence artificielle va calculer les DPE. Il y a d'abord toute une phase d'observation sur les réglementations, sur la manière dont elles se mettent en œuvre et sur les résultats qu'elles produisent, éventuellement les aspects correctifs aussi qu'elles induisent si jamais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement en phase avec la réalité. Les premiers DPE qu'on a calculés avec l'intelligence artificielle, on est parti de la base ADEME qui a 9 millions de DPE. Sur ces 9 millions de DPE, on en a retenu 600 000, seulement 600 000, qui nous paraissaient les plus robustes et les plus fiables. On les a algorithmés ensuite avec un bureau d'études thermiques. Et donc, on est parti de quelque chose qui était observé et constaté, voilà, et sur lequel on a raffiné la donnée. On va faire exactement la même chose sur le nouveau DPE avec les évolutions réglementaires. Il y a d'abord une phase d'observation, effectivement, et puis ensuite une phase d'algorithmie. D'algorithmie qui permet de faire un bilan intermédiaire. Absolument. Et donc, cet outil que vous développez, c'est des outils d'aide à la décision. Ce sont des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire l'étiquette DPE que produit Neymer n'est pas un DPE en tant que tel opposable au sens où la réglementation l'entend. Au sens du droit. Au sens du droit. Voilà, il part de DPE observés qui, eux, le sont.
mais c'est de l'intelligence artificielle, donc elle n'est pas juridiquement, elle n'a pas le même statut. Voilà, c'est important de rappeler à nos auditeurs. fait. Vous agrégez les DPE déjà existants. Absolument. Sur la base, sur l'agrégation de ces DPE. Voilà. Ensuite, vous faites des projections. Ces projections permettent d'aider la décision des foncières des investisseurs. En matière de classe d'actifs, est-ce que vous travaillez essentiellement sur du résidentiel ou est-ce que c'est plutôt du tertiaire? Alors, on travaille sur tout le parc immobilier. Si vous voulez, il y a 3 étapes en fait dans la production de données chez Nehmer. La première, c'est d'abord une étape de description de géométrie des bâtiments, techniquement, qu'est-ce qu'ils sont, leur période de construction, leur emprise au sol, les différents attributs que j'ai décrits. Ensuite, on a une étape où on se dit qu'est-ce que c'est ce bâtiment, à quoi il sert, est-ce que c'est du tertiaire, est-ce que c'est du résidentiel, est-ce que c'est un bâtiment, un équipement sportif, un établissement de santé, un établissement d'hébergement ou d'enseignement. À partir de là, pour décider d'une transition écologique, il faut un décideur sur ce bâtiment. Donc, on se renseigne dans les limites, bien sûr, du RGPD pour connaître, et c'est aussi dans l'open data, le propriétaire de ce bâtiment, de cet actif. Et à partir de là, une fois qu'on a les caractéristiques du bien immobilier, son propriétaire et son usage, on va pouvoir décliner des travaux, faire des prédictions de travaux, dire voilà les différents lots de travaux qui sont possibles, en estimer des coûts, toujours avec l'intelligence artificielle. Vous estimez les coûts? On estime les coûts, tout à fait. Donc en fait, non seulement vous produisez des résultats qui sont en fait le fruit d'une agrégation de données via l'open data, pour rappeler que l'open data sont des données libres que vous agrégez tout à fait. Grâce à vos moteurs, et éventuellement à vos robots ou à votre intelligence artificielle. Absolument, tout à fait. Une fois que vous avez... c'est pratique, finalement, parce que comme ça, vous n'avez pas à l'acheter. C'est un gros travail, quand même, de production de données. 80% de l'effectif Nehmer, c'est de la R&D. Okay. Sauf que ça n'a pas toujours été de l'open data, mais c'est intéressant que vous l'ayez prise comme ça. Est-ce que, justement, dans l'approche des travaux, on le voit aujourd'hui, les chantiers de rénovation, c'est le chantier du siècle. Estimé sur l'ensemble des classes d'actifs à 110 milliards d'euros jusqu'en 2050. À votre avis, ça vous paraît réaliste ou est-ce qu'aujourd'hui, vos clients, ceux à qui vous faites des prescriptions, c'est suivi des faits? Je pense que ce qui est réaliste d'ici 2050, c'est de créer le mouvement, la dynamique et la massification. Est-ce qu'on arrivera au bout de l'objectif qu'on s'est fixé? C'est pas sûr. Ça, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, je crois qu'il faut créer le mouvement. C'est même peu vraisemblable. Mais oui, c'est ça. Vu l'immensité du chantier et le... Donc c'est quoi l'idée? C'est de définir un cap? La complexité des processus de décision aussi, etc. C'est vrai que ça peut paraître ambitieux, mais je crois qu'il faut l'être parce qu'on a des objectifs à la fois écologiques, en termes effectivement de dépendance énergétique aussi, on le voit, l'énergie explose. Donc, si on prend le cadre du résidentiel, c'est le premier budget des ménages, c'est la première épargne de beaucoup de Français. Donc, il serait temps que les politiques s'en souviennent un peu. C'est-à-dire que si l'énergie augmente en plus dans des proportions qui sont difficilement solvables en fait pour beaucoup de ménages, ça va devenir compliqué. Donc, en fait, il y a un enjeu aussi d'économie, mais de société. À rénover le parc immobilier. Et donc, on va s'en apercevoir avec les événements géopolitiques qu'il y a aujourd'hui et puis l'inflation qu'il y a aussi, effectivement. C'est très clair. Nicolas. Une question d'un point de vue peut-être un peu plus entrepreneurial, parce que dans tout ce que vous avez dit, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Le DPE que vous fournissez n'est pas opposable et vous faites parfois des analyses et ensuite, vous allez chercher le décideur. Sylvain l'a rappelé, il y a une réglementation actuelle, une réglementation qui a pour objectif de forcer un certain nombre de décideurs à actionner effectivement la rénovation énergétique de leurs biens, que ce soit une maison, un immeuble ou juste un appartement. Est-ce qu'on est quand même dans une évolution où finalement, tant que la réglementation n'est pas là pour dire il faut le faire, globalement, les décideurs ne le font pas. C'est pas le pari que vous avez pris. Vous avez pris le pari de dire on va être dans la proactivité finalement plutôt que dans le suivi réglementaire. C'est-à-dire que l'idée c'est de se dire on va attendre que la réglementation arrive à notre niveau ou on va donner des outils supplémentaires parce que là globalement on peut juste attendre on peut faire le minimum, attendre que la réglementation évolue et ne pas faire plus. C'est pas le pari que vous avez pris. Tout à fait. Nous, on a pris le pari de dire que la connaissance fait partie de la dynamique et de la massification et que si on a une bonne connaissance augmentée du parc immobilier et de ses enjeux, parce que la réglementation est plus longue à mettre en place et que la data peut aller un peu plus vite et donc accompagner cette connaissance, ça peut être effectivement un formidable outil
pour accélérer cette transition écologique. Et alors, rapidement, comment est-ce qu'on fait pour convaincre ceux qui ne sont pas forcés de rénover leurs biens aujourd'hui avec vos outils d'aller un peu plus loin que ce pourquoi ils sont forcés? Alors, les outils peuvent être utilisés par les acteurs économiques. Par exemple, un banquier demain, s'il clique sur une adresse parce qu'il a quelqu'un qui veut faire un prêt immobilier pour accéder à la propriété, il va cliquer cette adresse dans son CRM et grâce à la donnée Neimer, il a une fiche sur ce bâtiment ou sur ce logement qui s'affiche en disant il est en étiquette EFG et il peut dire raisonnablement à cet acquéreur vous avez 30 à 40 000 euros de travaux qui vous attendent dans les 5 ou 10 ans qui viennent sur ce bien immobilier. Est-ce que vous avez la solvabilité pour le supporter ou pas? Et donc faire... soit mettre du coup un prêt immobilier en phase avec cette perspective-là, soit tout simplement avoir une information claire pour l'accédant, qu'il n'aille pas vers des situations de surendettement avec des charges et des coûts d'énergie qui vont exploser dans ce bien immobilier, qui paraît pas cher au départ à l'achat, mais qui le sera ensuite à l'exploitation et à la vie en œuvre. Merci beaucoup Luc de Rochefort. C'est la fin de cette interview. Je rappelle que vous êtes directeur du développement collectivité de Neimer. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec le chiffre du jour. Et bien de retour sur la Cotimo, merci d'être avec nous. Le chiffre du jour, Nicolas, c'est 504 000. Oui, c'est le nombre de permis de construire délivrés entre mai 2021 et avril 2022, en hausse de 85 000 permis sur un an, soit 20%. Alors on parle tout de même d'un chiffre artificiel, Sylvain, qui trouve son explication d'une part par la sortie de la crise sanitaire et d'autre part par un nombre exceptionnel de dépôts de demandes de permis en décembre dernier afin d'éviter la réglementation environnementale, la RE 2020, plus contraignante. Alors, car dans le même temps, comme vous le savez, Nicolas, quelques 393 000 logements ont été mis en chantier, soit 4% de plus sur un an, Nicolas. Et un tel écart entre les courbes n'a pas été observé depuis 2013 et l'application de la réglementation thermique 2021. Voilà, c'était le chiffre du jour. On vous le rappelle, 504 000. On passe maintenant à la deuxième interview de la Cotimo, l'expert IMO. L'expert IMO, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Leroy, cofondateur d'Homeland. Bonjour Renaud Leroy. Bonjour Nicolas, bonjour Sylvain. Bienvenue sur la Cotimo. Alors, on va évoquer avec vous ce sujet de syndic de copropriété, syndic en ligne ou néo-syndic. Vous nous direz d'ailleurs dans quelques instants, vous nous rappellerez peut-être la différence pour ceux qui nous écoutent. Juste avant de rentrer effectivement dans le détail de votre activité et des questionnements qu'on peut avoir autour de l'évolution des syndics de copropriété. Un petit rappel quand même pour ceux qui nous écoutent, le syndic de copropriété gère les parties et les charges communes d'un immeuble. Il peut être coopératif, c'est-à-dire qu'il peut être piloté bénévolement par des copropriétaires ou professionnel lorsqu'il est confié à une entreprise moyennant finance. Et alors justement, en ce qui concerne les syndics de copropriété, ceux qui nous écoutent savent qu'ils peuvent être parfois moyennement apprécié par ceux qui en tout cas sont au conseil syndical. Je ne sais pas si c'est votre cas, Sylvain, si vous entendez bien avec votre syndic. Ah oui, surtout qu'en plus je suis dans une maison, donc forcément... Ah bah oui, le syndic tout de suite est bien géré. Je m'entends très bien avec moi-même. D'ailleurs, je vais me convoquer pour la prochaine assemblée générale. Le conseil syndical va convoquer le syndic et c'est une seule et même personne. En tout cas, effectivement, on a l'impression que les syndics de copropriété sont moyennement appréciés. C'est en tout cas ce que laisse à penser une étude récente réalisée par l'IFOP pour Opinion System, société centrée sur le marché immobilier qui recueille les avis clients. Vous pouvez voir apparaître à l'écran donc les résultats de cette étude. Les copropriétaires sondés attribuent au syndicat une note moyenne de 6,5 sur 10 contre 7,2 pour les courtiers en crédit immobilier et 7,3 pour les agents immobiliers. Les syndics de copropriété sont-ils les mal aimés de l'immobilier? Une question qu'on va vous poser. Renaud Leroy, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment on peut bien s'entendre avec son syndic parce que c'est quand même le porteur de mauvaises nouvelles et celui qui doit les gérer derrière. Juste avant, j'aimerais que vous nous rappeliez la différence entre un syndic en ligne et un néo-syndic. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs traditionnels qui sont là depuis très longtemps, qui sont payés pour gérer tout ce qui se passe dans la copropriété à notre place quand on est propriétaire. Et puis, il y a des nouveaux acteurs sur le marché qui prennent des voies un peu différentes. Il y a ceux qui mettent en place une plateforme et qui disent aux copropriétés « débrouillez-vous avec ça » et d'autres qui disent « on va essayer d'intégrer un petit peu les deux, ce qu'on faisait avant, mais aussi des solutions digitales ».
C'est ça la grande différence entre néo-syndic et syndic en ligne, selon vous? Alors c'est ça, et là en plus vous avez introduit plutôt le concept de plateforme d'autogestion. Bon, là, c'est D'accord. vraiment plus un logiciel. Donc il y a trois façons voilà. de se modifier, de se transformer. C'est ça, donc là ça va permettre, comme on disait tout à l'heure, aux copropriétaires de s'autogérer grâce à ce logiciel. D'accord. Les syndics en ligne, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être 2014. Et là, en fait, c'est une offre où le syndic professionnel ne va faire que la comptabilité. Mhm. Et donc, les copropriétaires sur place vont s'occuper des prestataires, de la gestion des travaux. D'accord. Mais donc, c'est un positionnement qui me paraît un petit peu délicat parce que quand on est syndic, donc avec une carte professionnelle, on est aussi responsable de s'assurer que l'immeuble est hors d'état de péril. Donc, en étant syndic D'accord. en ligne, c'est un petit peu compliqué. Ça marche sur les très petites copropriétés. Et ensuite, les néo-syndics, dont Homeland fait partie, que j'ai cofondé en 2016 avec mon associé Frédéric, ça allie le meilleur des deux mondes entre le digital et une présence humaine dans les immeubles. Donc on vient développer des logiciels qui vont faire gagner beaucoup de temps à nos équipes sur toutes les tâches administratives, comptables, pour que les professionnels puissent être plus présents sur le terrain auprès des conseils syndicaux, pour accompagner les entreprises, pour faire aussi vous le parliez sur le sujet précédent, de l'accompagnement sur tous les sujets de réhabilitation énergétique. Donc c'est quelque chose de très important. Et nous, syndics de copropriété professionnelle, on est au centre de ces questions-là. Donc néo-syndic, c'est ça. C'est le meilleur des deux mondes entre le digital et l'humain, parce que sur les grandes copropriétés notamment, c'est important d'avoir des professionnels qui comprennent bien tous ces sujets. Une question un peu provocatrice, mais on entend souvent des propriétaires ou des copropriétaires se plaindre de leur syndic en disant il me coûte trop cher, puis de toute façon ils mettent pas suffisamment en concurrence les prestataires qu'on fait intervenir, et puis ils servent qu'à ça. Donc globalement, je peux le faire moi-même. Quand on veut innover sur ce marché, d'un côté, il faut prendre ce qui va pas bien dans les syndics traditionnels, et de l'autre, continuer à apporter de la valeur là où globalement le copropriétaire considère qu'il pourrait se débrouiller tout seul. Comment est-ce qu'on continue à avoir une valeur finalement dans le syndic alors que les propriétaires et les copropriétaires ont de plus en plus les moyens de faire ça tout seul? Alors c'est une excellente question. C'est vraiment quelque chose qui, chez Homeland en tout cas, est au cœur de notre offre, puisque nous, on a voulu innover sur plusieurs axes, notamment en massifiant les achats sur tout notre portefeuille. Aujourd'hui, on gère 450 copropriétés. Et quand on regarde les modèles traditionnels, donc que ce soit les très grands groupes qui sont organisés en modèle d'agence ou les petits cabinets de quartier, c'est 60% du marché, en fait, les achats sont laissés à la main du seul gestionnaire. Donc, il va faire jouer... Il ne mutualise pas les achats, vous voulez dire? Il ne mutualise pas les achats. Donc, il va chercher un électricien, un plombier sur ces 50 immeubles, mais déjà, il les mutualise un petit peu mieux que le copropriétaire qui le fait juste pour sa copropriété, qui est rarement un spécialiste, qui ne connaît pas les prix de marché. Et donc, lorsqu'il va faire appel à un plombier, le plombier sait que ce n'est pas forcément un professionnel, et il va justement peut-être faire un prix qui n'est pas exactement dans le marché. Chez Homeland, on a structuré un département achat, donc avec des gens qui sont des spécialistes de la gestion technique du bâtiment, qui viennent du monde des bailleurs sociaux et des foncières. Et donc, on connaît parfaitement les prix de marché, et on va faire venir mettre en concurrence les prestataires sur l'ensemble de notre parc. Donc le volume. Faire jouer les effets sur le volume. Exactement. Et ça, quand on est copropriétaire et qu'on le fait pour sa copropriété, c'est juste impossible, puisque le plombier ou le prestataire sait qu'il aura une fois un chantier de temps en temps. En termes de chiffres, vous annoncez 450 copropriétés. Ça fait combien de lots? Ça fait un peu plus de 16 000 lots actuellement. D'accord. Depuis 2016? Depuis 2016. Oui. Depuis 2016. Quel est le prix au lot, à l'unité? Alors ça dépend, en moyenne. Ça dépend de la taille de l'immeuble, mais en moyenne... Et pour une copropriété de plus de 30 lots? On est autour de 13,99 € par mois TTC. D'accord, donc vous êtes ultra compétitif. On est dans les prix de marché sur les appels d'offres, mais on est moins cher que les syndics qui sont en place depuis un certain nombre d'années, parce qu'effectivement, ils augmentent leur prix tous les ans. Ah oui, donc, vous êtes carrément à 30% moins cher que les prix moyens du marché, donc c'est extrêmement intéressant. Mais c'est important que nous comprenions aussi comment vous faites pour gagner votre vie, parce que c'est vraiment une question que je me pose. Parce que vous avez un périmètre en plus très large sur l'exploitation de Homeland. Comment vous faites pour gagner votre vie? Est-ce que le modèle économique de Homeland, comme ça a été le cas de grosses sociétés de syndics qui se sont effectivement lancées sur des plateformes avec tout ce que ça représente, et vous connaissez aussi bien que moi l'actualité, j'espère que vous ne faites pas de la pub avec une espèce d'aspirateur en tenue sadomaso dans les affichages du métro de Paris. Non mais voilà. Il y a parfois de la publicité de bon ou de mauvais goût. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça on en a parlé. Ça fait parler. Oui. Question,
C'est quoi le modèle? C'est la massification, c'est l'industrialisation. C'est Le pari d'Homeland, c'est de dire voilà, on va devenir leader entre néo-syndics. C'est ça. En fait, nous, on vient économiser sur les tâches à faible valeur ajoutée pour les copropriétaires, donc toutes les tâches administratives, comptables. C'est quoi l'économie d'une tâche administrative? Et donc là, en fait, on vient avoir moins de personnes dans le staff qui seraient des assistants de copro ou des comptables de copro. Ces gens-là, donc, on en a toujours évidemment, mais sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, préparation des comptes, opérations complexes. Mais tout ce qui est saisie de factures, mise sous pli, chez Homeland, ça n'existe plus. On numérise 100% du flux. Et donc, ça nous évite d'avoir un staff qui fait des tâches vraiment qui n'ont pas de valeur perçue pour nos copropriétaires. Et donc, ces économies qu'on génère, on peut les réutiliser sur des équipes plus spécialisées, donc le pôle d'expertise dont je parlais tout à l'heure sur la partie gestion technique, sur la partie réhabilitation énergétique. Et donc, c'est en faisant des économies sur les postes d'assistants de copropriété et de comptables de copropriété, en tout cas d'assistants comptables de copropriété, qu'on arrive à gagner notre vie. On est rentable sur nos opérations, mais on investit dans le logiciel. Donc aujourd'hui, Homeland est une société rentable? Les opérations sont rentables, mais comme on investit dans le logiciel, avec notre équipe de développeurs informatiques, on doit lever des fonds pour financer ce financement. Donc on a levé 11 millions d'euros jusqu'à présent pour financer les investissements et aussi pour financer une politique de croissance externe. Ok, vous avez levé 11 millions d'euros auprès de quoi? De fonds d'investissement Auprès de fonds d'investissement, dont la Banque des Territoires, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui connaît par cœur le monde de l'immobilier et qui valide justement notre positionnement pour la numérisation et l'accompagnement dans la réhabilitation énergétique des copropriétés. Quand on pose la question, et ça sera ma dernière question, quand on pose la question aux usagers, on comprend bien votre modèle. Hein, vous êtes venu disrupter, entre guillemets, très à la mode, le métier de syndic. C'est une bonne chose en soi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on peut vous joindre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous avez des répondeurs d'email, vous avez la possibilité d'agir en temps réel. On a même des applications qui permettent, notamment sur une plateforme, de faire actionner, par exemple, un plombier, un électricien, pratiquement jour et nuit. Donc je trouve ça super. Ça réveille les syndics qui fermaient leur standard à 4 heures de l'après-midi. Bon. Mais en dehors de ça, quand on pose la question, il y a une chose qui revient, qui est constante. On peut tester votre modèle, mais quand on pose la question aux usagers, il y a une chose qui revient systématiquement, c'est on les voit jamais, ou très peu. Est-ce que cette notion de service ou de client central, finalement, au sein de vos préoccupations, c'est à peu près ce que vous dites, comment vous faites pour gérer cette relation client et assurer, finalement, au-delà des outils digitaux que vous mettez en place, une présence effective sur le terrain? Alors, je pense que ce que vous évoquez de « on les voit jamais », ça vient du fait que nous, on a justement voulu un peu casser le modèle de l'agence en bas de la rue où les gens peuvent venir à toute heure pour déposer un chèque et parler de choses qui n'ont pas forcément de la valeur pour la copropriété. Ouais, et donc, du coup, on a remplacé, on va dire, l'agence en bas de la rue par une plateforme où toutes les informations sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi un accompagnement téléphonique 24/7. Et en fait, on veut que nos équipes soient le plus présentes possible sur le terrain. Donc, les conseillers syndicaux voient beaucoup nos équipes. Le reste des copropriétaires, en fait, on pense que leurs questions peuvent être adressées par email, par téléphone ou sur notre outil. Et donc c'est comme ça. Ils aiment bien discuter quand même. Parce que il y a le même sujet avec les agences immobilières et les agences en ligne où finalement on se rend compte qu'il nous manque un peu l'agent immobilier. Ils peuvent discuter autant qu'ils veulent avec nous par téléphone, par email. En revanche, ils ne peuvent pas lancer un appel. En revanche, ils ne peuvent pas venir à l'agence. Non mais Renault concrètement, ils n'ont pas un contact physique avec Homeland, ils ont un contact digital. Au niveau téléphonique, en plus quand je dis digital, je me crois à peine. Et ce sera la dernière question au niveau du timing de l'émission. Merci beaucoup Renaud Leroy, cofondateur d'Homeland. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À suivre avec beaucoup de vigilance. Merci également Sylvain. C'est pour cette première Cotimo de la semaine et on donne rendez-vous à nos auditeurs demain pour un nouveau numéro de la Cotimo.